un moment important aussi pour générer les idées du futur. Nous sommes une sorte de laboratoire du futur. À l'AFIPA, nous avons la prétention d'essayer de faire de la prospective, de regarder à 5 ans, 10 ans en avant, et aussi de régler les problèmes de la vie de tous les jours. Et ce forum, c'est l'occasion de nous projeter dans l'avenir et d'imaginer, de bâtir l'avenir de l'automédication. Que l'automédication est devenue un phénomène de société. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une tendance lourde. Les patients veulent prendre en charge leur santé beaucoup plus qu'auparavant. Les pharmaciens sont prêts à répondre à ces enjeux et les médecins généralistes, on va le voir tout à l'heure dans la table ronde, ont beaucoup changé sur le sujet parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, l'automédication peut être un moyen de régler pas mal de problèmes qui les concernent, eux, médecins généralistes. En fin de compte, on parle d'automédication, mais souvent on utilise un autre terme qui est très très fort et que je trouve vraiment très approprié, qui est le parcours du soin à l'officine. Alors, des freins, j'en vois deux principaux. Le premier est un frein que je qualifierais de culturel, l'immédiate après-guerre, la mise en place de la sécurité sociale, la mise en place d'un système de santé particulièrement sophistiqué et performant, et puis le remboursement du médicament. Ce qui fait que dans la tête de beaucoup de gens, un médicament, s'il n'est pas remboursé, c'est sûrement quelque chose qui n'est pas efficace et qui ne sert à rien. Le deuxième frein que je vois, c'est un frein que je qualifierais d'historique. L'entrée dans l'automédication s'est faite pour les premiers produits par le biais du déremboursement, justement, avec ces notions de puisque ce médicament n'est pas efficace, voire dangereux, il ne mérite pas le remboursement. Vous parlez d'une vision commune de l'automédication, une vision positive. Je crois qu'effectivement, les pouvoirs publics ont un rôle déterminant. Comment faire passer cette idée-là au grand public? Parce que vous avez parlé tout à l'heure des industriels, du personnel de santé au sens large, mais c'est aussi avant tout le patient, le grand public qu'on doit toucher. Et là, je pense aux efforts que l'État a pu faire pour mettre en avant les génériques il y a quelques années. Je pense qu'il faudrait ce type d'action pour vraiment placer l'automédication comme première étape dans le parcours de soins. Ça me paraît essentiel. Deuxième point que je soulignerai dans ce que vous venez de dire, c'est cette dichotomie entre remboursement et déremboursement, bons produits, mauvais produits. L'enjeu pour nous, il est vraiment de sortir de ça et on ose faire une proposition qui est de dire il faudrait raisonner un peu autrement sur ce qui est pris en charge par la collectivité et tout simplement faire un distinguo entre très clairement les pathologies que la collectivité doit prendre en charge et les pathologies que la collectivité ne peut pas ou ne peut plus, on va se le dire, dans ces temps un petit peu difficiles, que la collectivité ne peut plus prendre en charge. Et oublier ce côté produit ou pas produit. C'est vraiment la pathologie qui doit nous guider. Maintenant, il faut toucher le grand public. Et le grand public, c'est aussi l'État qui ose affirmer quelque chose et tout simplement dire la première étape du parcours de soins, c'est, on va dire, la médication officinale. Allez dans vos pharmacies pour les choses bénignes. Et dans la prévention, l'automédication raisonnée, médicalisée, joue un rôle prépondérant. Ce qu'on vient de voir dans le sondage nous montre que effectivement, ça dégage du temps médecin, l'automédication. Si on la supprime, on augmente le nombre de consultations. Ce qui ne veut pas dire que la médicalisation, le raisonnement, la maîtrise de l'automédication ne sera pas à la hauteur. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres professionnels de santé, les pharmaciens à droite, qui sont eux aussi capables de délivrer des messages. Le changement qu'on souhaite avec le syndicat faire passer, il y a la prévention, mais il y a aussi un autre P, parce que j'ai institué le système des 4 P pour faire un clin d'œil au P4P, là, qui est une rémunération supplémentaire sur objectif de santé publique. Donc il y a un deuxième P, c'est le P de pédagogie. C'est-à-dire que si on se contente de dire on fait de la prévention, mais une consultation, et qu'il n'y a pas de pédagogie active, et là je rejoins ce que vous disiez, la pédagogie active, il faut qu'elle soit relayée par les médias, la com, par des spécialistes de la com. Vous avez des officines qui arrivent presque jusqu'à 50% de leur activité qui sont en médication officinale, quand d'autres en font à peine 2%.
Donc, grande diversité. C'est fini d'avoir un modèle de pharmacie. Vous avez tout plein de, enfin tout plein non, on a bien des profils de pharmacie. Et en fait, ouais, c'est sûr que si vous êtes installé dans une gare ou dans un aéroport, ce sera pas la même chose, bien évidemment, que dans un fin fond d'un village. Donc voilà. Donc on ne peut pas avoir une réponse commune. En tout cas, ce qu'il y a de certain, et là c'est la position de l'ordre. Le médicament est un médicament. Avec toute la qualité, tous les industriels qui sont là savent très bien la qualité qu'ils mettent dans le médicament. C'est pas un sous-produit, ni en tant que médicament, ni en tant que qualité. Ça doit être dit et redit. Ensuite, au niveau donc du médicament lui-même, bien sûr, le bénéfice est largement supérieur au risque, sinon il ne ferait pas partie, bien évidemment, de cette catégorie de médicaments. Ça pose pas de problème. Mais la volonté de la ministre, et je crois que nous tous ici, citoyens, tous, de réduire le nombre de médicaments qui sont pris par les Français, on ne peut que tous aller dans ce sens-là, y compris les pharmaciens. Quelque part, nous avons été éduqués pour avoir un certain comportement vis-à-vis du médicament, de la santé, de la gestion de la maladie, et que c'est ce levier-là qu'il faut actionner avant tout pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, je pense qu'aucun pays en Europe, on va dire occidental, ne souffre de ce type de problème. Encore une fois, nous prônons un système très organisé. À partir du moment où vous avez le pharmacien qui est là pour quand même contrôler ce qui se passe, la délivrance, je pense que le risque de surconsommation, il n'existe pas réellement. Les médicaments qui sont mis à disposition sont des médicaments, on va dire, dédiés à l'automédication, donc qui ont souvent, comme vous le savez, des conditionnements qui sont plus petits que le conditionnement des produits de prescription. Donc on a quand même un certain nombre de garde-fous chez nous pour éviter ça. Nous attachons de l'importance à deux axes essentiellement, à savoir la sécurité et l'accessibilité. Et l'accessibilité, ça passe par le prix. Donc ce prix libre, il devrait finalement être gouverné par la loi du marché, c'est-à-dire que c'est la concurrence qui devrait réguler ces prix et faire en sorte qu'ils soient acceptables pour le consommateur. La concurrence entre les officines ne joue pas son rôle. Ça, il faut qu'on soit très clair là-dessus. Elle ne joue pas son rôle pour deux raisons. D'abord parce que les patients, les consommateurs ignorent le fait que les médicaments non remboursés sont à prix libre. Ils l'ignorent, bien qu'un décret de 2003 impose qu'il soit affiché en pharmacie un texte réglementaire qui le dit, à 75%, je ne crois pas me tromper sur les chiffres, ou même plus que ça, je crois que c'est 89%. Ce texte-là, on ne le trouve pas. Donc il l'ignore. Et ensuite, on a, ma voisine a eu raison de le signaler, une diversité complètement inexplicable du prix des médicaments. Notre association ne pourra se prononcer en faveur de l'automédication avec un oui franc et massif qu'à partir du moment où nous serons persuadés que le conseil est effectif et de qualité. Et ça, je suis désolé de le dire, nos études, nos enquêtes ne le montrent pas aujourd'hui. Et c'est ça la barrière qui nous empêche aujourd'hui de dire allons-y à fond pour l'automédication. Un des enjeux pour nous, industriels, c'est effectivement aussi d'améliorer notre offre, on en est conscient, et d'arriver peut-être sur on va dire le marché avec des molécules nouvelles, différentes. Et on voit bien que là, le rôle du pharmacien sera aussi déterminant. L'autre point sur lequel je voulais réintervenir, c'est celui de la sécurité. C'est un point essentiel. Comme le rappelait Mme Adno tout à l'heure, les médicaments d'automédication sont des médicaments avec une AMM et un bénéfice-risque favorable. Mais tout médicament a besoin d'être surveillé en termes de sécurité d'emploi. Et il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'automédication, ça ne se conçoit pas seul. Pour moi, il y a 3 points. Il y a 3 autos. Il y a l'autodiagnostic,
l'automédication, l'autotraitement et l'autosurveillance. Et il faut que nos patients apprennent également à utiliser les moyens qui sont mis à leur disposition en termes de vigilance. Il y aura des moyens très prochainement, hein, ça fait partie des projets qui sont en cours de finalisation. Une ouverture de l'agence sur les médias sociaux de manière à faire passer de manière plus large et probablement plus pertinente les messages qui aujourd'hui sont concentrés sur le site de la NSM, mais il faut faire la démarche d'aller le voir et tout le monde ne connaît pas forcément le site. Donc cette ouverture vers l'extérieur fait partie de nos préoccupations et ça va être dans l'année 2014, je pense, une des avancées que l'on va pouvoir vous proposer. J'entends les réflexions sur le prix. Alors moi qui suis axé sur la prévention, on en a parlé tout à l'heure, je veux dire qu'aujourd'hui, si une automédication 5, 10 euros, 14 euros, peu importe, mais moi je dis toujours à mes patients, quand je leur parle de prévention, à ceux qui fument, je leur dis, vous achetez un paquet de cigarettes par jour, vous n'êtes pas obligé quand même. Les addictions, ça se traite, les médecins sont là pour ça. Et c'est 7 euros, c'est plus de 350 à 400. Moi, le politiquement correct là-dessus, je veux le bon. Il faut dire les choses. Dépenser 400 euros par mois pour s'autodétruire, je pense qu'on peut dépenser 5 euros pour s'automédiquer de façon intelligente. Résultat, et c'est là qu'on trouve le chiffre de 535 millions, si on alignait nos prescriptions médicales facultatives françaises à celles de l'Europe, il y aurait une économie pour la société de 535 millions d'euros. Encore une fois, on pourra en parler tout à l'heure sur la méthodologie de l'étude, ce ne sont pas des liens directs avec le déremboursement, on ne parle pas de déremboursement ici. Il faut savoir que les 3 premiers contributeurs, vous les découvrez à l'écran, de ces économies seraient dans la sphère ORL, en troubles gastro et rhumatologie. Donc une première économie de 535 millions sur cet alignement PMF, France versus ou par rapport à l'Europe. Conclure que oui, l'automédication, c'est un véritable enjeu économique, un contributeur au rééquilibrage des complexités budgétaires actuelles. Comment on fait ? On fait cela en alignant nos pratiques et nos modes culturels, et ça a été souligné à plusieurs reprises, français avec ceux de l'Europe, avec un impact si on homogénéise, on harmonise nos présentations PMF avec l'Europe, d'une part, et d'autre part, si on harmonise les présentations que nous réalisons, nos boîtes, nos dosages, par rapport aux pratiques européennes. Alors l'automédication, oui, moi j'y suis plutôt favorable, en disant toutefois attention, moi ce qui me préoccupe c'est le patient, et donc c'est cette notion de sécurité autour du patient. Et il est vrai que si on développe l'automédication, l'acteur principal, ça va être le pharmacien. Et le pharmacien a un rôle majeur, en tout cas dans ce domaine de l'automédication. Je connais les compétences des pharmaciens. Pour enseigner en faculté de pharmacie, j'espère qu'ils ont un bon enseignement, notamment en pharmacologie. Mais il est vrai que le rôle du pharmacien va s'accentuer et il sera l'acteur principal. Et moi, je suis également très intéressé car on parlait du parcours de soins. Le parcours de soins également a été critiqué entre guillemets il y a quelque temps, aussi bien par la Cour des comptes que par le comité des sages mis en place par le Premier ministre, où ce parcours de soins a besoin d'évoluer également pour répondre aux attentes de nos concitoyens, donc des Français, et que l'automédication peut être une porte d'entrée à ce parcours de soins justement, c'est-à-dire un partenariat. On définit des objectifs et ensemble nous réfléchissons à savoir comment atteindre ces objectifs, quelles sont les mesures à prendre en place. Nous avons besoin d'une industrie de santé performante en France, pour des questions bien sûr économiques, questions d'innovation, questions de recherche. Et aujourd'hui, je le dis encore ce matin, il faut que le PLFSS, du moins les orientations du PLFSS qui vont nous être présentées la semaine prochaine, donc dans quelques jours, soient en cohérence et en adéquation avec justement ces 44 mesures du CSIS. Et peut-être aujourd'hui, mais je fais également mon autocritique, mon droit d'inventaire, c'est à la mode dans ma famille politique en ce moment, je fais donc mon autocritique en disant que même nous, ancienne majorité,
côté, nous avions tendance parfois à considérer l'industrie pharmaceutique comme des vaches à lait, des ajustements au niveau des budgets de la sécurité sociale. Vous me parliez, en préparant cette émission, de ce plateau, de variables d'ajustement. Oui, variables d'ajustement, et je crois qu'on ne peut pas continuer, mais ça concerne aussi bien l'industrie de santé ou l'industrie pharmaceutique que l'industrie en général en France ou les entreprises. Aujourd'hui, il y a un problème de compétitivité internationale, compétitivité européenne, donc on a la question bien sûr du coût du travail qui est un sujet majeur, et puis il ne faut pas oublier non plus que dans les industries pharmaceutiques, il y a une concurrence entre les différentes filiales d'une même entreprise, d'une même industrie, d'un même groupe, et donc nous devons être performantes, nous devons être attractifs et continuer à ce que la France soit un des leaders, en tout cas dans la recherche et l'innovation, en tout cas dans l'industrie de santé. La sécurité du patient, personne dans cette salle, ni la NSM, ni quelques représentants de quelque ordre, et encore moins les industriels, sont pour l'insécurité des patients. Nous sommes pour la sécurité des patients, on travaille dans le cadre du médicament, il y a des AMM, voilà. Donc on est pour ça, et c'est notre bataille, et beaucoup de gens travaillent dans cette industrie parce qu'il y a un aspect foi et aide de son prochain. Donc ça, c'est au cœur, c'est l'ADN de notre réalité de vie de tous les jours. Une première réaction sur l'étude qui a été présentée, ces chiffres qui sont aussi intéressants à voir à l'esprit. Écoutez, ça fait penser que finalement on a trouvé un remède à prescrire à la Sécu, ce qui est déjà pas mal. Mais effectivement, ça c'est à confronter avec les experts de ce domaine-là, que nous ne sommes pas, nous, au ministère du Redressement Productif. Par contre, nous sommes effectivement animateurs des réflexions collectives du gouvernement sur les problèmes industrie de santé et système de santé. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et si, effectivement, dans la mesure où ça peut avoir des effets sur ce qui nous concerne, nous, au ministère du Redressement Productif, c'est-à-dire l'emploi, c'est effectivement quelque chose qui nous intéresse. Et il se trouve qu'effectivement, en France, il y a un certain nombre d'établissements de production qui produisent des médicaments d'automédication, pas seulement pour le marché français, mais également à l'export, qui sont des bases d'export importantes, et qui sont d'ailleurs pas forcément de capitaux français, mais qui pour nous sont français parce qu'ils sont français par le sol. Voilà, donc ça je tiens à le signaler, c'est ça qui nous intéresse, c'est des gens qui investissent en France. De ce point de vue-là, je veux saluer le travail qui a été fait dans le cadre ou en parallèle, selon la façon dont on regarde, des travaux du CSF, avec la vice-présidence de Dominique Giorgi, donc président du CEPS, et Pascal Brossard, président de la FIPA, et toutes les parties prenantes, pharmaciens, administration, industriels, qui aboutit à des propositions qui ont effectivement été prises en compte au niveau du contrat de filière. Et sachez que ça n'a pas été facile et que nous avons été soutenus là-dessus par les services du Premier ministre, et que maintenant, effectivement, on a bien compris qu'il fallait travailler ensemble dans ce domaine-là. Alors, pour revenir sur l'étude et donc sur la perspective d'un passage en PMF pour des médicaments, je pense que tout a été dit par Antoine. Moi, je reviens juste sur un chiffre que je n'ai pas encore entendu pour l'instant. C'est simplement de dire, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'automédication en France? C'est 2,2 milliards de chiffre d'affaires pour les officinaux. Mais si on regarde l'économie que ça génère pour la collectivité, simplement pour la Sécu, c'est 4,4 milliards. C'est-à-dire que si demain, on décidait de supprimer complètement l'automédication et de le remplacer par un produit qui serait remboursé, accompagné d'une visite chez un médecin qui serait bien entendu remboursée, c'est 4,4 milliards de plus de dépenses pour la Sécu. Donc on change complètement de modèle. On dit qu'il n'y a pas de concurrence entre les... J'ai même entendu ça et j'ai lu ça sous la plume d'un auguste économiste de la santé qui visiblement ne se souvenait plus de ses cours de microéconomie. On dit qu'il n'y a pas de concurrence en pharmacie. Les prix de l'automédication, si on regarde en série longue, depuis 5 ans, ils ont baissé de 3,9%. 3,9% à remettre en face de 8,7% qui est l'augmentation de l'inflation. C'est-à-dire que si vous faites le simple calcul, ça veut dire moins 13%.
le prix de l'automédication, depuis 5 ans, il a baissé de 13%. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez la dispersion des prix, ce qui est encore un autre point, et pas sur une seule référence, parce qu'évidemment, si on prend une référence, bon, mais si on prend sur la totalité des références, et si on regarde sur une série longue, sur 10 ans, c'est-à-dire entre 2001 et 2011, la dispersion de prix, c'est-à-dire, alors on ne va pas rentrer dans la technique, mais en gros, les 25% de pharmacies les moins chères, les 25% de pharmacies les plus chères. Et bien cette dispersion, elle a été divisée par 2 en 10 ans. Donc si on me dit qu'il n'y a pas de concurrence, ben moi je me souviens plus de mes cours de microéconomie. Alors. Nous ne voulons pas de contrôle des prix. Le contrôle des prix est un système archaïque qui existe d'ailleurs en Belgique. On a des collègues belges qui sont là. Le contrôle des prix existe en Belgique et on observe que les prix en Belgique sont plus élevés qu'en France. Donc je ne vois pas l'intérêt d'avoir un contrôle des prix si c'est pour que les prix soient plus élevés. Et en fait, on est dans un système qui est assez libéral, c'est dans le sens où le marché fonctionne bien. Comme on l'a vu, les prix baissent, les prix sont plus bas qu'en Europe et les écarts de prix entre les officines diminuent. Donc en fait, le marché fonctionne très très bien et donc il ne faut absolument aucun contrôle de prix, ce serait contre-productif. Donc à plus long terme, et ça va être la conclusion, à plus long terme, ben, évidemment, on l'a bien compris à travers tous les échanges, il existe une forme de consensus quand même global sur le principe que l'automédication est un nouveau parcours de soins et que l'automédication comme parcours de soins, avec l'aide de l'officine, de l'officinal, c'est un système qui est facile à mettre en place, qui est bien accepté par les patients, qui est bien accepté par la société et qui est capable, dans des mesures avec la sécurité nécessaire, de faire de grosses économies pour notre système de santé auquel nous sommes tous attachés. Et le CSIS et le CSF, et Pierre Angot qui était dans la table ronde nous a beaucoup aidé, donc je le remercie d'ailleurs. Le CSIS et le CSF montrent bien ce consensus. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, et ce sera ma conclusion, que depuis plusieurs années, on est dans le domaine de l'évaluation, de la conviction, du consensus, de la recherche du consensus. Aujourd'hui, on est arrivé. Plus ou moins, on est arrivé à cette étape-là. Mais aujourd'hui, c'est-à-dire demain, maintenant, on doit être dans le domaine de l'action. C'est qu'on doit avoir des actions très concrètes. On doit vraiment avancer très très vite. Et ça se fera dans le cadre du CSF. Et la FIPA sera toujours à la pointe de ce projet et de ces actions parce que ça va dans l'intérêt des patients, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des comptes de la sécurité sociale. Et on est tous concernés par ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire en conclusion. Merci à tous pour votre participation active.